Et bonjour le monde, hello world comme on dit dans l'IT, pour ceux qui connaissent. Bon, voilà, la troisième, enfin la deuxième vidéo de ma série, on va dire. Je pense que ce ne sera pas la dernière, donc je vais me fixer encore une limite de temps, parce que sinon ça va déborder. Donc en fait, je vais aussi faire un petit disclaimer au début. Ce que je vais présenter dans cette vidéo, donc il y a des passages qui, pour certains, peuvent sembler être très confidentiel ou voilà là putain tu balances des infos. Je vais rester en surface, pour être clair, je vais rester en surface, c'est à dire que tout ce que je vais dire, même si ça paraît des fois on va dire important ou vraiment des trucs graves, il faut savoir que ça n'est pas tant que ça et qu'en fait je ne rentrerai pas dans les détails de ce qui pourrait l'être à mon avis et ce qui pourrait me pénaliser grosso modo, puisque c'est des vidéos publiques. Donc il y a des choses évidemment que je vais éviter de dire, tout simplement parce que c'est public et que ça pourrait me nuire à d'autres personnes aussi, ou des trucs comme ça. Donc voilà, donc ce que je vais dire c'est en surface. Il faut repenser aussi que c'était il y a 25 ans en arrière et que personnellement, je sais pas vous, moi je préfère quelqu'un qui a vécu des choses il y a 25 ans en arrière, qui sait ce que c'est, qui a reconstruit sa vie, qui depuis a pris clairement un nouveau départ, et ça c'est indéniable, vous allez comprendre très rapidement. Je préfère largement ça que quelqu'un en fait qui n'a rien vécu ou qui est frustré de beaucoup de choses et qui à la quarantaine va exploser, va faire sa fameuse crise de la quarantaine et va commencer à faire n'importe quoi et du coup va avoir des impacts pour lui, mais aussi pour son entourage, ses enfants, etc. Donc je sais que par exemple il y a eu des cas où il y a des gens qui ont eu des problèmes juridiques ou des choses comme ça à 40 balais parce qu'ils avaient fait du blanchiment, on est au Luxembourg, hein, ou parce qu'ils avaient fait X ou Y chose. Bon, le problème c'est qu'en fait là l'impact il est différent et surtout là ça, comment dire, ça révèle quand même que en fait la personne avant ça n'avait pas forcément vécu et est partie dans des trucs où elle n'aurait pas dû, mais sans vraiment s'en rendre compte parce qu'en fait toute sa vie il n'y a pas eu de conséquences et donc il part là-dedans. Je dis pas ça par rapport à un ami à moi qui actuellement est en train de découvrir que la vie, des fois il y a des conséquences. Bref, là vraiment il faut garder à l'esprit que c'est, d'où le disclaimer, c'est des choses que je peux dire, que beaucoup de personnes savent, hein, grosso modo, c'est plus un secret, je ne veux pas que ce soit un secret. Je veux pas que ce soit un secret, tout simplement j'en ai marre en fait que dès que tu as fait quelque chose de répréhensible dans le passé, il faut surtout pas en parler, il faut le cacher, le foutre sous le tapis. C'est pas ma philosophie, c'est pas ma façon de penser. Je pense qu'il faut assumer ses actes, il faut les mettre en avant pour montrer son parcours et pour surtout se légitimer par rapport à mon projet. Je reviendrai sur mon projet vraiment à la fin, mais il faut vraiment avoir tout le parcours et le contexte pour que ce soit légitime et que je puisse arriver en disant voilà, mon projet c'est ça, ma trajectoire c'est ça, donc maintenant voilà, j'aimerais proposer quelque chose, etc. etc. Donc c'est très flou pour l'instant, mais je viendrai dessus, je ferai une vraie vidéo explicative sur cette histoire de projet. Mais clairement pour moi ça me tient à cœur, c'est important, et c'est important je trouve que les gens arrêtent de se cacher quand ils ont un parcours atypique pour le coup. Là on peut pas dire le contraire, mais c'est surtout voilà, il faut le valoriser. Je pense qu'il faut s'en servir, il faut le valoriser, d'où l'histoire de mon projet qui est née de cette pensée là, de me dire il y a des enfants, et je parle pas que dans les banlieues, etc. Parce que je pense que si vous prenez la Lozère ou l'Aveyron, les gamins, ils ont 10 fois moins de chance en fait que les gamins qui sont dans les cités, qui ont tout à disposition, des salles de sport, des associations, des ci, des ça. Voilà, là on parle de gamins où eux, ils ont vraiment que dalle. Mais dans les deux cas, en fait, ça peut se défendre. Dans les deux cas, ça peut se défendre. Parce que le gamin dans la cité, à contrario, il vit dans un climat de violence, il vit dans un climat, voilà, bon. Des fois par choix, on va pas se mentir, et ça va être mon propos aujourd'hui d'ailleurs, mais clairement, c'est pas forcément simple pour celui qui veut se sortir de la masse, etc. Clairement. Donc ça, je remettrai pas en cause, je l'ai connu, je l'ai vécu, je sais. Mais je sais aussi que celui qui grandit dans la campagne, alors lui, il a le choix entre agriculteur ou chômage, l'autre a le choix entre maçon ou ouvrier du bâtiment, grosso merdo, prison. Voilà. Donc chacun a ses choix, mais enfin, c'est pas les choix du roi. Après, des fois, ça s'appelle la vie. Et ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est qu'en fait, c'est possible. Alors, on est dans des pays quand même, on est bien, on va pas se mentir. On est en Europe, on a la chance d'être en Europe. À un moment, il faut arrêter de cracher dans la soupe et il faut y aller en fait. Si on veut, il faut y aller. Il faut y aller, il faut taper, il faut rentrer dedans. Alors oui, c'est pas facile, oui, c'est dur, mais ça s'appelle la vie et il faut y aller. Bref, voilà mon disclaimer. Il est pas mal pour un disclaimer. Mais voilà, non, en gros, l'idée c'est vraiment de dire, tout ce que je vais dire là, faut pas penser que c'est un truc de fou. Non, non, c'est la version soft de chez Soft d'une petite partie de ma vie.
J'ai un copain à moi, quand j'étais à Paris, qui m'a dit, un jour, il faudrait que tu expliques toute ta vie. Mais mec, si j'explique toute ma vie, il va falloir faire des bouquins. Et il m'avait dit, bah justement, tu devrais faire des livres. Bah écoute, si un jour l'occasion se présente, pourquoi pas? Et ça va pas être triste, il y aura des pépites dedans que personne, mais absolument personne n'est au courant, clairement, à part ceux qui étaient avec moi à l'époque, et s'ils sont encore vivants. Bref, donc voilà, donc j'en reviens à au postulat de fin de ma dernière vidéo, où j'étais donc chez mon père, j'ai retrouvé les bagages devant la porte. Je voulais revenir aussi sur un passage de mon enfance, parce que j'ai eu des commentaires me disant « Ouais putain, t'as eu une enfance de merde et tout ». Alors, je considère pas que ce soit le cas, jusqu'à mes 11 ans. En tout cas, jusqu'à l'arrivée de ce fameux bonhomme dans la vie de ma mère. Mais avant ça, je ne considère pas avoir eu une enfance malheureuse, pas du tout. J'avais la chance d'avoir des grands-parents avec qui je passais les vacances d'été superbes à Seille et Rocosel, pour ceux qui connaissent. Spécial dédicace comme on dit, Seille, dans l'Aveyron en fait, où on allait au boucher qui était de la famille de ma grand-mère, on avait les saucisses, on faisait ça à la cheminée dans la petite maison, c'était vraiment génial en fait, c'était génial. Les week-ends ou les vacances aussi, après je partais aussi chez mon père. En gros ma mère, comme elle faisait des petits boulots, ben elle n'avait pas de vacances vraiment, donc je partais chez mon père, chez mes grands-parents, à droite à gauche, elle m'a même foutu en colonie parce qu'elle savait pas me foutre, bon bref, ça c'est pas les meilleures vacances, mais voilà, c'était partie du truc. Mais en tout cas voilà, j'allais tous les étés donc chez mes grands-parents, et c'était génial dans l'Aveyron, c'était top, avec mes sœurs d'ailleurs, parce que oui, comme je le disais, j'avais 2 sœurs quand même, faudrait peut-être pas les oublier, et aussi, ben, comme je disais, il y avait les vacances de mon père. Là on partait dans le Larzac, parce que sa femme avait une maison de vacances, enfin une maison de famille dans le Larzac qui servait de maison de vacances. Et moi quand j'y allais, en fait, pas s'il y aura beaucoup de gens qui connaissent, mais ça s'appelle Cazejourde, c'est entre la cavalerie et la couvertoirade. Il y a genre 2000 moutons pour 6 habitants annuels. Et je déconne pas. Donc là, la boulangerie, machin, on oublie. C'est le petit fourgon qui passe une fois par semaine et t'as intérêt à avoir de la monnaie, c'est parti quoi. De toute façon, dans les années 90, la CB, on la sortait pas. La carte bleue, il n'y avait pas. Il y avait, mais c'est anecdotique quoi. En tout cas, dans ma vie à moi. J'étais pas à Paris ou dans une grande ville, donc voilà. Et donc du coup le Larzac, en fait j'y allais, je m'ennuyais quand même ferme parce qu'il y avait quand même pas grand chose à foutre, donc du coup j'étais avec les bergers, avec notamment le berger Fulcran, qui venait en transhumance. Donc en fait je partais le matin à 5 h du matin et mes grosses chaussures parce qu'il y a plein de vipères. Donc voilà, et on partait dans la montagne jusque le soir, 23 h, on ramenait toutes les brebis, etc. Et je passais toutes les journées avec le berger, avec mon baluchon, on faisait la sieste dans les buissons, etc. Il m'apprenait un peu la vie, en vrai il m'apprenait la vie. Et donc des fois j'arrivais un peu trop tard parce que déjà à l'époque j'avais du mal à me lever. Il y a un petit côté méditerranéen quand même. Et j'arrivais à 6 h, je voyais les moutons, je les entendais au loin, j'ai dit bon c'est trop tard. Du coup je m'occupais, donc je nettoyais la bergerie, je ramassais tout le fumier, je faisais tout ce que je pouvais en fait. Donc je bossais en gros, hein, mais ça m'éclatait, c'était un loisir, c'était pas un travail pour moi. Et c'était vraiment apprendre le métier de berger. Et puis une fois, voilà, il a invité mon père, il m'a dit écoute, choisis un agneau, on le fait de A à Z ensemble. Parce qu'il m'a dit je veux que tu apprennes un petit peu, parce que là maintenant les gamins ne savaient plus rien faire. Donc on a choisi l'agneau, on l'a fait de A à Z, voilà. Donc super expérience et des vacances vraiment que j'adorais aussi, partir avec le berger en transhumance. Donc ça c'était pendant les vacances, pendant mon enfance. Ça s'est arrêté après, quand j'avais 11 ans et qu'il y a eu l'histoire avec ce bonhomme là, ça tombe au même moment où avec mon père il y a eu quelques tensions, parce que moi en fait je commençais à rentrer dans l'adolescence et que je commençais à être perturbé vu la vie que je menais. Mes grands-parents du coup étaient vieillissants, donc ils y allaient de moins en moins à Seille. Donc je pense que j'y allais même plus en fait à cette période là, si je dis pas de bêtises. Mes sœurs, donc il y en a une qui avait 17 ans, qui est partie en Alsace direct dès qu'elle a pu se tirer, celle qui vivait chez mon père donc, s'est tirée en Alsace dès qu'elle a pu, a fait des enfants, etc. Donc elle, disparue des radars. Et mon autre sœur Sabine, alors là il faut que je raconte quand même parce que je vais trop vite sur mon parcours, mais vous voyez il y a tellement d'étapes et tellement de choses à dire que voilà, j'en suis presque à 10 minutes déjà et j'ai rien dit quoi. En fait mon autre sœur du coup était partie au moment où le gars est rentré dans la vie de ma mère. Elle était partie, elle travaillait dans l'hôtellerie, parce qu'elle était dans l'hôtellerie restauration, donc elle a fait des études là-dedans, et elle était partie en Angleterre. Elle était partie en Angleterre travailler, et entre temps ma mère s'était mise avec ce gars là qui s'était copieusement installé dans la baraque, hein, comme j'avais raconté. Et donc ma sœur, en revenant d'Angleterre, est arrivée avec ses affaires devant chez ma mère et s'est retrouvée à la rue, tout simplement. Donc vous voyez, il n'y a pas que moi, hein. Elle s'est retrouvée à la rue, mais elle était un peu plus âgée que moi quand ça m'est arrivé, c'est ça la seule différence. Et donc en fait on lui a dit t'as plus de chambre, t'as rien à foutre ici. Et donc ma soeur avait ses affaires et elle m'a dit je pars à Montpellier, prends soin de toi, j'y aime et tout.
et j'essaierai de venir te voir, etc. Alors, il faut savoir que quelques temps après, elle est venue me voir. Elle est venue me voir parce que ma mère lui a dit, bah écoute, viens manger à la maison. Ouais, il pleut, mais c'est pas grave, c'est que de l'eau, on s'en fout. Et donc, elle avait invité ma soeur est venue, elle commence à manger, tout ça, et elle commence à faire des blagues à table. Le problème, c'est que l'autre zouzou, il n'avait pas envie de rigoler, quoi. Voilà. Et à un moment donné, comme c'était très tendu à la maison, évidemment, et que moi, bah, j'étais déjà une petite teigne, on va dire, bah, le gars, en fait, à un moment, dit, ouais, passe-moi, je sais plus, le sel ou je sais pas quoi. Et j'ai dit, bah, tu te lèves, en fait. Voilà. Et petit effronté, on pourrait dire, hein, mais le petit effronté, il se faisait éclater tous les jours dans la cuisine, quand même. Quand c'était dans la cuisine, quand c'était pas dans le jardin, quand c'était pas devant le portail, voilà. Donc, à un moment, oui, bah, ça endurcit aussi, hein, clairement. Et j'étais dans la confrontation parce que j'en pouvais plus, faut être très clair. C'était pas juste j'étais mal poli pour être mal poli. Jamais j'aurais parlé comme ça, que ce soit à ma mère ou autre, mais ce mec-là, enfin, c'était plus possible. Et donc, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est levé, je me suis levé, et c'est parti en fight, mais bon, fight d'un gamin de 11 ans versus un gars de 45, bon, j'ai pas tenu très longtemps, je me suis barré dans ma chambre, j'ai tenté de le bloquer avec la porte et tout ça, et dans ma chambre j'avais ma canne de berger en fait de quand j'allais au Larzac, donc j'ai frappé à coups de canne et tout ça, il m'a mis un coup de latte, il me l'a enlevé des mains, il m'a mis 2-3 tampons, j'ai pissé le sang du nez de ça, je suis parti en courant, en passant j'ai ramassé un couteau, je me suis barré dans la rue, et j'étais dans la rue et je faisais des allers-retours. Ma soeur, du coup, je ne sais pas ce qu'elle a dit concrètement, mais après elle est sortie en furie, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Elle me dit mais c'est tout le temps comme ça. J'ai dit j'en peux plus, j'avais les larmes évidemment, j'étais un gamin, je me faisais éclater sans arrêt, donc j'avais les larmes et j'ai dit écoute c'est comme ça tout le temps et j'en peux plus en fait, j'en peux plus, et je suis rentré avec mon couteau, voilà, je voulais le planter clairement parce que évidemment j'étais prêt à faire n'importe quoi parce que j'en pouvais plus en fait, j'étais vraiment à bout. Je voyais pas d'issue. Ma mère, elle me disait mais maman elle fait rien. Je fais maman elle bouge plus. En fait je la reconnaissais plus, elle bougeait plus. Il l'avait, comme il disait, il aimait bien dire je vais vous dresser. Ben voilà, il l'avait dressée. Elle avait tellement peur qu'elle bougeait plus. Elle voyait son fils se faire éclater, elle continuait de manger. En fait c'était ça qui se passait. Et donc ça me mettait hors de moi et j'avais qu'une envie, c'était de le crever le gars quoi. Et donc ma soeur, il y avait un copain à moi qui venait justement pour venir me chercher pour qu'on aille à la fête du coin. Dans un village, et donc elle lui a dit prends-le, elle a dit mais c'est mon copain que je parlais qui est mort d'un cancer quand on était plus grand. Elle dit Ahmed prends-le, partez, elle dit éloigne-le et tout ça, ça va pas. Donc je suis pas rentré pendant 2 jours, et quand je suis rentré évidemment l'autre il me regarde et puis provocation, et puis voilà, donc c'était reparti. Mais ma soeur du coup a jaugé le truc et a vu réellement ce qui se passait. Bon, ça c'était bien avant mes péripéties chez mon père et tout, mais c'était important de recadrer. Donc ma soeur s'est retrouvée à la rue, elle avait 17 ans. Ouais, c'est ça, 17 ans. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie à Montpellier, elle a eu des fréquentations dans le milieu de la nuit, etc. Et elle tournait très proche des milieux de prostitution, etc. Et elle s'était maquée avec un mec fiché au grand banditisme avec qui elle n'aurait jamais dû être. Typiquement, il s'est fait serrer pour des recels de cadavres, c'est-à-dire qu'en fait, il partait en garrigue enterrer quelqu'un. Et c'est pas des conneries. Il faut vraiment comprendre le contexte dans lequel j'ai évolué à partir de cet âge-là. Et en fait, il s'est fait contrôler par les gendarmes, ils ont ouvert le coffre et ils lui ont dit mais... Et il a dit bah ouais j'allais en garrigue, voilà, et ben allez hop, embarquez-moi. Le gars il sortait de 25 ans de zonze, donc rien à branler quoi, 55 balais, il avait passé 3/4 de sa vie en prison, c'était un mec du grand banditisme en fait, donc bon bah il s'est fait serrer dans son Audi TT, voilà, enfin bref, c'est une anecdote parmi tant d'autres, mais il y en a plein, et ça c'est la vie de ma soeur a commencé à partir là-dedans, donc après elle s'est bien remis, et félicitations à elle aussi pour la trajectoire derrière. Bon, c'est pas la même que moi, mais elle s'en est bien tirée, franchement, chapeau à elle aussi. Mon autre sœur s'en est un peu moins bien tirée, mais ça s'appelle des choix. Après un moment, on n'y peut rien, c'est des choix de vie. Elle a fait ses choix, on a fait les nôtres. Il y en a ça paye, il y en a ça paye pas, quoi. Voilà, c'est tout. Et donc, pour en revenir à mon parcours, et là je pense qu'il faudra au moins 4 vidéos en fait, hein. Moi donc, quand mon père m'a foutu dehors, ma fameuse sœur qui était dans le milieu de la nuit, etc., donc est venue me récupérer avec mes baluchons, parce que mon père était un peu excentré et que c'était le soir. Donc pas moyen de prendre les transports, et elle m'a amené chez mes grands-parents à la Paillade, donc dans un quartier de Montpellier qui est assez rock'n'roll on va dire. Et donc je suis arrivé à la Paillade, ouais j'avais à cet âge là j'avais quoi, j'avais 13, 14, ouais dans ces eaux là, en mode vraiment pas loin d'être clodo, hein. J'avais récupéré une veste en cuir d'occasion
d'un mec qui s'était maqué avec une de mes tantes sur la Côte d'Azur, un truc dégueulasse, avec des trous partout, mais enfin j'avais pas d'autres trucs. J'avais fait de la récup à droite à gauche, des copains qui bah tiens le jean là il me va plus, tiens vas-y récupère. Donc voilà, bon à l'époque j'avais pas le bidon, hein, donc j'ai été beaucoup plus svelte, mais c'est pas grave, j'assume en fait, c'est un signe de bien-portance. Et donc voilà, c'était vraiment comme ça, et donc je suis arrivé dans le quartier, je connaissais absolument personne, voilà, j'allais dire des gars. Je connaissais absolument personne, et donc voilà, petit à petit j'ai commencé à me rapprocher des gars, à discuter un peu, tout ça, mais des gamins tranquilles, hein, honnêtement. En tout cas à ce moment là c'était des gamins tranquilles, et puis bah à un moment donné faut dire les choses, hein, t'es target parce que t'es un Français dans un quartier, il n'y a que des Arabes et des Gitans. Mais là, en l'occurrence, c'était plus des Arabes, l'endroit où j'étais, de la paillade. Et donc, ça s'est un peu chauffé et tout ça. Bon, bref, rien de méchant. Il a mangé une balayette. Parce que oui, j'avais quand même continué à pratiquer un peu mes sports de combat. Oui, j'ai toujours aimé du coup un petit peu la baston. Et oui, comme j'avais grandi dans un climat très violent les dernières années, j'avais tendance quand même à être bagarreur, voilà, ben, comme beaucoup de gamins, mais là c'était un peu plus, on va dire, que d'autres gamins. Mais du coup, voilà, dans ce genre d'endroit, je savais aussi qu'il fallait pas déconner. Malgré tout, vous développez une sorte d'instinct de survie en fait. Vous savez qu'il faut pas déconner parce que s'il vous tombe à 10 dessus dans un quartier où vous connaissez personne et que derrière il y a rien, c'est-à-dire il n'y a pas de frères, il y a que dalle, ben, vous faites éclater en fait. Et après, dans ce genre d'endroit, c'est très simple, hein, deux options. Soit on sort de chez soi, et du coup il faut se confronter un peu à la réalité, soit on reste enfermé et on vit toute sa vie enfermé et on rase les murs. Ma philosophie, ça n'a jamais été de raser les murs, donc il me restait l'autre option. Voilà. Et de toute façon, c'était des choix. J'étais un gamin déscolarisé, parce que bon, à 14 ans, évidemment, moi, l'école terminée. Hein. Je me suis fait virer, j'avais plus de parents derrière. Il faut bien comprendre que j'allais pas retourner au collège. Hein. Ça, c'était mort. Moi, ce que je voulais, c'était travailler. Et il n'y a pas eu possibilité de travailler parce qu'on était en France et qu'il faut protéger les pauvres petits. Mais en attendant, les pauvres petits, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font de la merde dans la rue. Voilà, c'est ça que ça donne. Donc, bah, je me suis retrouvé déscolarisé à faire de la merde dans la rue. C'est paradoxal parce que un gamin qui va aller jusqu'à 18 ans, après on va lui trouver, il a le droit de travailler, tout ça, il va peut-être rien branler. Et il y a des gamins qui sont déscolarisés à 14 parce qu'ils ont des parcours de vie un peu compliqués. Bah eux par contre, bah, c'est démerde-toi. Donc c'est bien, mais en même temps, c'est pas fou quoi. Mais il n'y aura jamais de système parfait, je veux dire, bon, voilà, malheureusement. Après, j'ai pris certaines décisions, comme je disais, c'est vraiment des choix. D'aller continuer à fréquenter les gens de ce quartier-là, c'était un choix. C'était un choix, j'étais attiré par ça, parce que j'avais pas de parents, parce que j'en avais plus rien à foutre, et parce que c'est un truc qui me parlait à l'époque, quoi. Voilà, donc voilà, et j'avais grandi dans ce climat-là, donc j'étais vraiment attiré par ça. Et donc de fil en aiguille, je me suis un petit peu introduit, etc. dans le quartier, je me suis fait des potes. Voilà, bon c'était gentil, et honnêtement c'était gentil, on faisait rien de fou, de temps en temps une petite baston, de rien du tout, voilà, on volait même pas quoi que ce soit, enfin on était vraiment, c'était tranquille, on était en bas des blocs, on discutait, on faisait un peu les cons, mais vraiment c'était tranquillou, et je m'étais fait une bonne petite bande, on va dire, de potes et tout dans le quartier, je commençais du coup à connaître un peu les gens et tout, donc c'était cool, j'étais bien intégré, pas de problème. D'ailleurs, il y a eu les pires moments, c'était aussi, parce que là on a l'image de le mec qui vit chez ses grands-parents. Ah non, que nini. Mes grands-parents justement, ma grand-mère en tout cas me disait viens installe-toi à la maison et tout, je ne voulais pas, j'ai dit c'est pas à toi de m'élever, j'ai des parents, ils ont failli à leur job, mais c'est pas à vous de m'élever, vous avez élevé vos enfants, vous avez fait votre vie, donc je refusais ça, et donc j'étais entre mes grands-parents à la paillade, et j'avais une autre grand-mère dans un autre quartier de Montpellier, et je faisais un peu la navette entre les deux, on va dire ça comme ça, donc je partais le soir très tard du quartier pour aller chez mon autre grand-mère, etc. Mais ça arrivait régulièrement où bon, j'allais pas chez mon autre grand-mère parce que la porte était fermée, qu'elle dormait en fait, et j'allais pas retourner chez mes grands-parents. Donc je zonais dans la ville ou dans les endroits comme ça de Montpellier toute la nuit. Voilà, je squattais à droite, à gauche. J'ai évité de dormir dans des coins planqués de ça en mode clodo, mais des fois c'est arrivé parce que des fois t'es naze et t'as envie de dormir. Maintenant, en général, ce que je faisais, c'est que je prenais le bus de nuit à Montpellier, qui s'appelle le Rabelais, en tout cas qui s'appelait le Rabelais, et avec le Rabelais, je faisais les tours de Montpellier, quoi. Mais bon, après, il y a toute la faune de la nuit, il y avait un gamin de 13-14 ans dans le truc, avec des toxicos, avec de tout, donc il y avait de l'ambiance, on va dire ça comme ça, il y avait de l'ambiance, et surtout, bah, je voulais pas squatter chez mes grands-parents H24, et puis de temps en temps, ma tante les prenait sur la Côte d'Azur, donc ils étaient pas là. Et donc, bah, j'avais pas d'endroit vraiment où aller. Et mon autre grand-mère, elle, en fait, la journée n'était pas là, elle était aux anciens combattants. Elle rentrait que le soir. Donc, elle rentrait le soir, elle faisait une soupe, elle dormait. Très simple. Elle prenait ses cachets, elle dormait. Et le matin, elle se levait, elle partait aux anciens combattants, elle y passait la journée. Donc, c'était que ça. Et mes grands-parents, quand ils n'étaient pas là, bah, j'étais seul, livré à moi-même. Hein. Clairement, il faut dire les choses. Et donc, j'avais à l'époque des gens du quartier qui étaient super. Une certaine famille, d'ailleurs, bah, je peux balancer leur blase.
Latif. Franchement, si vous passez sur cette vidéo, il faut savoir quand même que même 30 ans après, ou même un peu plus de 30 ans, j'ai pas oublié aussi, les moments où en fait je me retrouvais dans la cage d'escalier avec cette putain de lumière qui faisait que s'éteindre quand elle marchait, et qu'en fait il me donnait à manger en fait. Il me sortait le khoubz, douez, donc les spécialités marocaines, le pain, le douez, je sais pas comment on pourrait dire, mais c'est une sorte de pot-au-feu, on va dire ça comme ça, voilà, et ils me donnaient quand même, ils avaient pitié en fait de voir le gamin là qui traînait dans le quartier en mode clodo, c'est pas possible quoi. Donc ils me laissaient pas non plus crever la dalle non plus, et donc à chaque fois c'était mais viens à la maison et tout, j'osais pas non plus, c'était un peu la honte aussi, la honte d'être là, le clodo du coin. Je fais non mais c'est bon, ça va, c'est pas grave, je vais faire un tour, je vais me balader cette nuit, il n'y a pas de souci. Sinon j'aurais pu squatter chez les gens, mais c'était pas l'idée quoi, c'était pas l'idée. Déjà, bah, il me donnait quand même à bouffer dans la cage d'escalier. Ouais, dit comme ça fait un peu clébard, mais on n'en était pas loin. Mais ceci dit, ça fait clébard, mais au moins eux avaient ce truc-là de me donner à manger. Parce qu'il faut rappeler quand même que pendant ce temps-là, j'avais ma mère qui, du coup, s'était trouvé un nouveau gars, hein, évidemment, et s'était tiré en laissant sa maison à l'autre artiste. Et mon père qui vivait sa vie aussi. Mais dans les deux cas, ils en avaient rien à foutre de ce que je devenais, personne s'y intéressait. Hein. Donc, quelque part, le mode clébard, finalement, était vachement mieux que le mode parental, enfin familial que j'avais. La structure, en tout cas. Et donc, de fil en aiguille, moi, j'ai fait ma vie comme ça. Et en fait, au bout de 2 ans, ma mère est revenue sur le tapis. Elle a contacté ma soeur, donc qui était à Montpellier. Elle lui dit, écoute, j'aimerais récupérer la maison pour la vendre. Le truc, c'est que là, je pars en Espagne. Ils avaient une maison dans le sud de l'Espagne, du côté d'Alicante. Elle dit, ben là, je pars à Alicante. Je vous ai laissé... Est-ce que ça vous dit de récupérer la maison déjà? Ma soeur, elle dit, bah écoute, si on peut prendre notre revanche sur l'autre, ouais, pourquoi pas. Mais du coup, comment ça se passe? Tu nous laisses les coups des franches? Et elle nous a dit, écoutez, c'est très simple, moi je pars à Alicante. Avant de partir, vous savez où je planque le revolver, je vais le laisser là, dans le tiroir fermé à clé. La clé, je vous la planque dans le garage, on savait où. Vous avez le revolver, vous avez mon autorisation, faites votre vie, dégagez-le de la maison. Moi, quand je reviendrai, on vendra la maison, et voilà. Donc ma soeur m'en parle. Je dis, écoute, là maintenant, honnêtement, qu'elle aille se faire foutre. Mais, quand même, pour prendre ma revanche sur ce fameux José, franchement, je suis chaud. Après, on propose ça à un gamin de 15 ans, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a été dans la maison de ma mère. Ma soeur, elle batifolait avec son gars au milieu de la nuit à Montpellier. Donc, c'était à 50 bornes de chez ma mère, de la maison de ma mère. Et donc, ma soeur était là. L'autre zouzou, évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu qu'on venait à la maison, il s'est rappliqué avec ses gamins. Quand il a ouvert la porte, il a eu une surprise, parce que moi, il m'a toujours tanné, il me foutait des roustes. Là, j'avais 15 ans. C'est pas fou, 15 ans. Mais déjà, j'avais, voilà, entre la rue, entre ce que lui m'avait foutu dans la gueule, la rage que j'avais en moi, parce que là, en fait, c'est ça qui a été le dénominateur de toute mon adolescence et ce qui m'a conduit, on va dire, au merdier. C'est vraiment cette rage que j'avais en moi, en fait. Mais je pense qu'elle est légitime. Avec le recul, maintenant, j'ai 43 ans, je sais mon parcours. Pour moi, c'est légitime, en fait. Et donc, quand il a passé la porte, paf, voilà, il avait le 9 mm devant la tête en fait. Et maintenant en fait tu as 2 options, tu te barres ou tu en prends une quoi. Et comme il savait ce qu'il avait fait l'artiste, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en courant comme une merde, il a sauté le portail. Et oui, je vais appeler les flics. Et moi je dis, appelle les flics, c'est la maison de notre mère, on restera là, on bougera pas. Ok. De là, les flics sont arrivés, tout le monde s'est fait embarquer au poste, hein, mais c'est pas la première fois qu'ils venaient, donc ils connaissaient la maison les gars, c'est l'avantage. Hein. Ils disaient le nom, c'est bon on arrive quoi, ils connaissaient. Hein. Vu l'ambiance à la maison, vu le nombre de fois qu'ils étaient intervenus, bref. Ils viennent, ils récupèrent tout le monde au poste, on explique ce qui s'est passé, ça se chauffe un peu, ils nous séparent, machin, ils disent écoutez, rendez-nous l'arme et barrez-vous, c'est la maison de votre mère, il n'y a pas de souci, on connaît le dossier, on connaît l'énergumène. Donc voilà, sachant que ce gars-là avait quand même des casseroles, parce que son ex-femme était morte dans des... Je déconne pas, c'est pas des vidéos humoristiques. Hein. Son ex-femme était morte dans des conditions mystérieuses, ils n'ont jamais pu prouver, la belle famille, que c'est lui qui l'avait tuée. Mais enfin, voilà, c'était la mère de ses enfants, et elle est morte subitement, à 30 et quelques années, 38 ans je crois, et on ne sait pas trop comment, dans des circonstances un peu bizarres, mais ce qu'on sait c'est qu'il lui foutait sur la gueule, et ce qu'on sait c'est qu'elle vivait un calvaire, et qu'il avait fait en sorte, comme avec ma mère, qu'elle coupe les ponts avec tout son entourage. Donc, voilà. Donc il le savait ça, il y a un casier, il y a des traces. Donc ils nous ont dit, écoutez, récupérez la maison. Et donc, on est rentré dans la maison, ma soeur m'a dit, bah écoute, voilà, maintenant c'est bon, hein, il est plus là, on n'a plus le revolver, donc il va rien se passer. Moi, je me casse, je vais à Montpellier. Bonnes vacances. C'était arrivé, ça, c'était fin mai, début juin. Et donc, elle s'est tirée. Moi, je suis resté dans une maison vide, sans revenu. Walou, que dalle. Voilà.
je devais garder la maison. Donc elle a fait la fête hein, tout l'été. Moi je l'ai fait aussi avec mes anciens copains qui entre temps avaient grandi. Pour beaucoup avaient fréquenté des gars de la ZUP Nord de Nîmes, des gars du Chemin Bas, du Mas de Mengue. Donc ça c'est des quartiers de Nîmes où en général on évite d'aller faire du tourisme quoi. Voilà, donc ils avaient fréquenté Sabato aussi à Saint-Gilles, des choses comme ça. Et donc tous ces mecs-là, dans l'eau, il y a quelques-uns qui avaient mal tourné. Évidemment, ce qui m'a intéressé, c'était d'être avec eux. Parce que les autres qui avaient pas mal tourné, l'été, ils étaient au Maroc, hein, en famille. Là-bas, ils n'étaient pas là-bas pour faire les zouzous. Hein. Donc voilà, donc ceux qui restaient, c'était pas forcément les meilleurs. Mais moi, en fait, ça m'allait très bien et c'était des copains d'enfance. Donc là, en fait, là, ça a été la fête. Ça a été la période formation, on va dire, où on a fait les 400 coups. Et quand je dis ça, c'est juste que à un moment, j'étais seul, déscolarisé, dans une maison vide, sans revenu, que dalle, avec mes copains d'enfance qui avaient mal tourné. Qu'est-ce qui pouvait se passer d'autre quand c'est ça le truc, à quel moment on se dit, non mais ça va bien se passer, il va aller à la piscine, à la mer, et puis il ira cueillir des cerises, et quelques pêches, 2 melons, et puis il va survivre. Non mais c'est pas l'idée en fait, c'est pas l'idée. On dit pas ça à un gamin de 15 ans, donc voilà, donc c'est parti en sucette, évidemment que c'est parti en sucette, évidemment, voilà. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'au sortir de ça, moi, je commence à la fin de l'été, donc moi je suis du 31 août, hein, comme je disais la dernière fois. Ah, ça commence bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à chercher du travail. Parce que malgré tout ce que j'ai pu faire, j'ai toujours voulu bosser, j'ai toujours tenu à travailler en fait. Ça, c'est un peu ce qui me sauve aussi, faut être honnête. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai fait les petites annonces et tout fin août, en parallèle de mes conneries, quoi. Mais sans plus. Et donc, fin août, en fait, ma mère est revenue d'Espagne. Allez hop, merci, ciao, voilà, tu peux repartir dans la rue à Montpellier, j'en ai rien à branler, va faire ta vie en fait, vole, voilà, allez hop, ciao. Merci d'avoir dégagé l'autre, d'avoir fait en sorte qu'il y a une procédure qui fait qu'en fait il ne peut plus s'approcher de la maison, merci d'avoir gardé la maison plus ou moins, ce que tu as fait de cet été, j'en ai rien à foutre, ce que tu vas faire après, j'en ai rien à foutre, moi l'intérêt c'est de récupérer la baraque et de la vendre. Bon, donc elle était contente, elle a récupéré sa maison, moi je suis reparti dans mon quartier à Montpellier, à la Paillade. Et donc j'ai retrouvé des nouveaux potes et tout ça. Et là je leur ai dit, les gars, j'ai passé un été de fou. Je sais faire ça, vas-y, on va faire ça. Et là par contre c'est parti. Là c'est parti, j'ai ouvert la porte. Parce que j'étais dans un endroit, dans un quartier où t'as pas besoin en fait d'arriver et d'expliquer aux gens comment faire. Si t'es chaud à faire des conneries, mais putain, mais il y a des bâtiments entiers de gars qui sont comme toi. Donc c'est parti, voilà, on avait lancé le truc. Donc on a commencé à faire les 400 coups, évidemment. Mais en parallèle à ça, moi j'ai commencé à chercher du taf, comme je disais, et j'ai trouvé du boulot. Alors au début, je cherchais tout et n'importe quoi, parce que j'avais pas d'idée fixe. Je voulais bosser, je voulais un salaire pour prendre un appartement, parce que les grands-parents, c'est sympa de papillonner comme ça, et se retrouver 3/4 du temps à la rue, mais pas par leur faute, clairement. Hein. Attention, c'est pas du tout l'idée. Eux au moins ne m'ont jamais lâché. Mes grands-parents, si je voulais, je pouvais squatter chez eux autant que je voulais. J'ai toujours eu à manger chez eux, il n'y a aucun problème. Mon grand-père, paix à son âme, ma grand-mère, paix à son âme aussi, mes grands-mères d'ailleurs, à toutes les deux, en fait ont toujours été là. Beaucoup plus que mes parents. En tout cas, à ce moment-là, c'est indiscutable. Voilà, donc en fait, c'est eux qui m'ont quand même nourri un petit peu. Et je me rappelle une fois où mon grand-père savait que j'allais faire une connerie, et là, je peux pas rentrer dans les détails. Il m'a attrapé à part et il m'a dit ok, qu'est-ce qui se passe? J'y ai expliqué, il m'a dit écoute, tu fais ce que tu as à faire, mais le seul truc c'est que je veux pas que ta grand-mère soit au courant. Tu fais ce que tu veux, mais ta grand-mère doit pas être au courant. Voilà, c'était ça le deal. Parce qu'il savait que de toute façon, il avait compris la situation. C'était un ancien des FFI, il a fait la résistance, il a très bien compris en fait ce qui allait se passer. C'était une histoire avec des gitans en fait, et il savait que ça risquait à tout moment de partir en sucette. Et donc comme il m'avait dit, écoute, moi le seul truc c'est que je veux pas que ta grand-mère soit au courant. Fais attention à toi quand même. Mais voilà, je peux pas rentrer dans les détails, mais clairement c'était tendu. Et voilà, donc c'était vraiment, ils ont toujours été là, ils auraient pu être vraiment présents plus pour moi si je l'avais voulu, mais je ne le voulais pas. C'était pour moi pas leur rôle, et donc j'ai commencé à chercher et j'ai trouvé en boulangerie. Voilà. Donc j'ai commencé, c'était 96 je crois, où j'ai contacté le patron et tout ça, ouais. J'ai signé mon premier contrat de travail en 97, ouais, c'est ça. Donc ça a pris un peu de temps, mais parce que j'ai exploré d'autres pistes. À un moment donné, je voulais bosser dans les charpentes en alu et tout ça. Et puis finalement, les gars, c'était pas trop ça. Et en boulangerie, il y avait un vrai besoin. Je suis tombé encore une fois. C'était le premier, mais c'était déjà top.
un très bon patron, comme ça a été tout le temps le cas dans l'artisanat en fait. À part une fois, on va dire, boulangerie Moureau à Nîmes, pour ceux qui connaissent. Bon là c'était spécial, mais bon c'était spécial, c'était pas l'enfer non plus, le mec était juste un peu taré quoi. Mais c'est arrivé beaucoup plus tard dans ma vie, tant mieux. Mais sinon je suis toujours tombé sur des patrons géniaux en fait dans l'artisanat, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc je vais m'arrêter sur la phase j'ai trouvé mon job d'apprenti et j'en suis au moment où je vais commencer à travailler, et en parallèle je vais commencer à réellement rentrer dans ce qu'on peut appeler clairement de la délinquance. Ça fait déjà une demi-heure, je pense que déjà là normalement j'ai perdu la moitié des gens, si ce n'est les trois quarts, avec mon intro à rallonge. Je suis désolé, je parle beaucoup, défaut du sud, voilà. Et donc voilà, j'ai voulu replacer ce parcours là, expliquer comment j'en suis arrivé à tomber dans de la délinquance en fait, hein, de cité, hein, clairement. Mais ça n'a pas été deal de shit et arrachage de sac, ça n'a jamais été ce genre de truc, ça on verra après, mais ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Donc il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas trop dire, mais je voudrais quand même expliquer un peu le contexte avec, voilà, avec des anecdotes entre guillemets, mais qui sont très tristes en fait, en réalité. En fait, plus on va avancer dans la tristesse aussi, jusqu'au moment où il y a la prise de conscience et où ma vie va basculer et va réellement changer pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus équilibré, quelque chose de beaucoup plus solide, parce que je me suis construit avec beaucoup d'épreuves dans la vie. Je pense que je ne suis pas le seul, clairement. Mais c'est bien d'en parler, c'est bien de ne pas avoir honte, c'est bien de l'assumer, c'est bien de s'en servir pour peut-être essayer d'en aider d'autres en fait. Et d'en sortir d'autres de ce genre de situation de merde et leur dire voilà, il y a moyen, il faut se bouger, mais il y a moyen. Mais pour ça, il faut encore être légitime à le faire. Donc, je vais continuer mes vidéos, j'espère que j'ai pas trop saoulé tout le monde. Si vous avez des remarques ou des questions, vous n'hésitez pas. J'ai déjà des gens qui viennent me voir plutôt en off que par message, mais vraiment n'hésitez pas. Je cache rien, je suis pas là pour ça, sinon la démarche n'aurait aucun sens. Voilà, je suis là pour présenter un parcours, espérer que ça puisse servir à d'autres. Et puis voilà, après, ouvert à la discussion, quoi qu'on en pense quand on me connaît, et que des fois on a l'impression que je suis fermé, que je suis ci, je suis mi. Je ne suis pas réellement, hein. Ça c'est une sorte de façade. Allez, comme d'habitude, bon il fait magnifique, hein. Je vais aller au bureau. Je sortirai la vidéo, donc je vais la programmer pour qu'elle sorte vers midi. Voilà, et je vais pas faire de teasing de trucs de machin, c'est pas le but. Je veux pas avoir 10 000 abonnés et monétiser le truc, c'est pas mon but. Mon but c'est que les gens que ça intéresse aient les infos, c'est tout. Et un jour peut-être, si j'ai l'opportunité, ben, je sortirai un bouquin qui expliquera en détail chaque étape de mon parcours. Et là par contre, faudra d'abord que je vois un juriste. Allez, bonne journée à tous, et puis à très bientôt pour la troisième. Je mettrai un peu moins de temps pour la sortir je pense. Allez, ciao ciao.